des villes. Une ville est belle par l'entrelacement serré des nécessités de nature et de l'action humaine. Toutefois, l'action est ici plus libre, plus variée, et la nécessité a déjà ses formes. Ce genre de beauté frappe tous les yeux, mais aussi il est de consentement que les grandes rues et les maisons modernes ne participent pas à cette beauté de nature. Une grande ville se sauve par la masse, par ses monuments, au lieu que la vieille ville est elle-même une parure autour de la cathédrale ou du beffroi. Et même les vieilles maisons l'emportent aisément sur la fontaine ornée. Elles s'affirment mieux, elles échappent à cette critique des formes, trouvent toujours à dire « c'est la beauté de la prose peut-être ». Or, d'où vient cette grâce de nature dans ces œuvres de l'homme? De ce que la nature n'est point violée, mais que chaque mouvement de terrain, au contraire, a fait naître une idée juste, entendez, qui ne nie rien. Le soleil, l'eau, le vent, la pente imposent alors mille inventions. Le cri d'Archimède est jeté mille fois par tous ses toits et par toutes ses fenêtres, à chaque saison, à chaque heure, pour la pluie, pour le soleil. Il se peut que la nature, sans aucune œuvre d'homme, ait sa beauté propre, et cela sera examiné. Presque toujours, une belle vallée n'est qu'un jardin plus libre parce qu'il sert de plus près les nécessités du terrain et du ruisseau. Un moulin à eau est une belle chose, si ce n'est qu'un petit moulin. Cela passe de bien loin les eaux de Versailles. Mais une usine gâte tout, par cette dangereuse liberté des formes. Il fait dire « pourquoi ainsi ?» Les routes sont toujours belles parce qu'elles dessinent la forme de la terre, car que verrait-on d'une nature vierge? Les sentiers, les chemins, les maisons rustiques, si bien posées à leur place, tout cela signifie une harmonie et une parenté, l'acceptation, la paix. Les chemins se rassemblent, la ville s'annonce par les arbres à fruits, les jardins, les fleurs. Nous ne faisons guère l'idée de ce que serait la nature sauvage, et jusqu'où l'imagination nous égarerait, si le signe de l'homme n'était pas partout dans la campagne. Car le signe exorcise à proprement parler, et c'est pourquoi un calvaire au carrefour a plus d'un sens. Un signe singulier, impérieux, humain, comme celui-là, termine les visions. Toutes ces pensées de voyageurs qui vont de signe en signe, la ville les rassemble et les fixe. Il y a une certitude dans la ville qui se montre au détour, parce que tout y est nature et en même temps pensé jusqu'au détail. De même que les chemins ne sont pas tracés par quelques dessinateurs de chemins, mais par le travail même, par les cultures, les transports et les échanges. Ainsi la ville se trouve posée où il fallait. La place du marché se trouvant près de l'eau, et les grands chemins et les maisons de la ville haute cherchant l'air pur et le soleil. Sans autre plan que ces mille pensées travaillant côte à côte, selon la tradition des métiers, mais aussi selon l'occasion et le terrain, et selon la poutre qu'on avait. Image d'un jugement assuré, toujours près de la chose, car il y a bien moins de pensées dans ces plans qu'on exécute, les pierres arrivant toutes taillées. Ce n'est plus qu'un travail d'abeille. Tel est le sens de ces villes paysannes. Peut-être y a-t-il autour des grandes villes une beauté plus abstraite, plus violente, plus cachée, dans les chemins de fer, les tunnels, les ponts métalliques, les usines, et jusque dans ces maisons ouvrières alignées, comme sur les rives du transport. Sans doute, ce qui saisit ici, c'est ce qui reste d'humanité dans l'idée brutale, qui n'a plus d'égard et qui nie les différences. Il y a du désordre dans ces lignes inflexibles. La liaison de pauvreté et de richesse s'y montre trop. La nécessité de matière, il n'y a plus de forme. Ici gouverne le fer et le charbon, signe de l'orgueil et de l'enfer. C'est le règne de la force assis sur la nature décomposée. Par opposition, l'on comprendra mieux la beauté d'une ville assise dans la verdure, et comment la nature proche se retrouve dans les bois, les pierres et les tuiles, comme dans la forme et le tassement des maisons. Ici, les différences, la liberté, l'idée concrète, l'individuel à sa place, la pensée en paix avec les choses, enfin la possession assurée et le travail orné de plaisir qui met sa marque sur toutes les œuvres. Mais peut-être, comme on n'invente plus de vraie musique ni de vraie danse, l'âge des villes est passé aussi. De l'architecture populaire. Il y a une architecture populaire comme il y a une musique populaire. Les architectes de chez nous n'ont jamais fait que copier les maisons quand ils ne copiaient pas le grec ou le romain. De même, dans l'Italie du Nord, il est assez clair que les palais imitent les chaumières par les terrasses, les colonnades et la recherche de l'ombre. Il est raisonnable de conclure qu'en tout pays, l'architecte a toujours copié ce qui avait duré et ce qui plaisait en essayant seulement de faire plus grand et plus solide. C'est donc le maçon qui a créé les formes. Et parmi les belles formes, la plus belle est sans doute le cintre, forme naturelle du pont et de l'aqueduc, suggérée déjà par les cavernes creusées, par les cavernes naturelles, qui vont toujours à cette forme-là, par l'usure ou l'écroulement de ceux qui ne la suivent point.
Ainsi, la forme de la nef romane, qui est peut-être encore maintenant la plus belle, résultait des procédés et des coutumes du métier. Aussi, une pensée de piété n'avait point à inventer des formes, comme on voudrait dire, mais seulement à fournir de l'argent et des pierres, de façon que l'édifice fût plus haut et plus vaste que tous ceux des alentours. J'aperçois deux conditions qui pouvaient modifier peu à peu les formes et conduire à des voûtes plus hardies et enfin à l'ogive, comme il est arrivé. La voûte d'une église n'avait rien à apporter en comparaison des voûtes de pont ou d'aqueduc, et de plus le climat de nos pays pluvieux exigeait des toits plus pointus que ces toits italiennes qui accompagnent si naturellement la voûte romane et qu'on observe encore en de vieilles églises de village. Les maisons et leurs charpentes plus pointues agissaient ici comme des modèles, et la voûte devait naturellement imiter cette forme. L'ogive est la seule construction de pierre qui s'en rapproche, mais la voûte de plein cintre différait des voûtes de pont et d'aqueduc, encore en ceci que la poussée latérale ne trouvait pas un appui suffisant dans les murs, surtout quand l'art des vitraux, seule peinture possible dans ces édifices assombris par la voûte et par le toit, conduisit à ces larges fenêtres, qui causèrent, à ce qu'on raconte, plus d'un écroulement. C'était encore une raison d'inventer l'ogive, suggérée aussi par les grottes naturelles dans les terrains friables et par l'entrecroisement des branches dans nos forêts de hêtres. Mais il est visible que la recherche des formes et l'ornement voulu marque la décadence de l'art gothique. Ou, pour parler plus exactement, quand l'ornement, au lieu de suivre la forme, devint lui-même forme, l'art gothique ne fut plus qu'une rhétorique. Je pense ici tout naturellement à la prose de Balzac, qui peut-être n'est encore mal comprise aujourd'hui que pour les raisons qui firent considérer longtemps les cathédrales gothiques comme des monuments barbares. C'est que le principal travail de l'écrivain est de dire quelque chose, comme du maçon de construire quelque chose, et l'ornement n'y est jamais la fin. Il faut qu'une forme plus sévère et moins libre le porte et le sauve. En bref, l'ornement de la vraie prose est pris dans la forme comme ces saints de pierre dans les piliers. Mais il faut toujours que l'amour du beau gâte le beau, comme la musique ornée, l'architecture ornée et la prose ornée le prouvent assez. Ainsi, le vrai écrivain construit sa phrase selon le métier, sans cacher jamais les fortes jointures. L'ornement se rencontre dans ce travail même, et comme la marque de l'ouvrier. Aussi, n'y a-t-il point d'art plus secret que l'art d'écrire. L'art de bâtir est moins trompeur sans doute, parce que l'ornement, même indiscret, suppose d'abord l'art du maçon, au lieu que l'écrivain apprend presque toujours à orner avant d'apprendre à bâtir, et le papier souffre tout. Mais laissant là ce redoutable sujet qui veut encore des préparations, suivons le maçon dans ses sévères travaux, seulement occupés de grandeur et de durée. J'aperçois des raisons simples d'orner qui sont de métier même. L'une est que l'ornement fait voir que les pierres sont solides et de bon grain. L'autre est qu'à mesure que l'on s'élève et que la pierre porte un moindre poids, mais ajoute à la charge des autres, il y a avantage à creuser et travailler. Aussi voyons-nous que l'ornement des cathédrales se montre surtout dans les parties hautes, et je voudrais que l'on calculât le poids dont les fondements de Notre-Dame de Paris furent soulagés par ce moyen. Les raisons de métier sont les plus importantes à considérer ici. L'idée de sculpter est bien naturelle et dirigée à cette époque-là par des idées mythologiques surabondantes, sans compter les allégories et les emblèmes qui furent toujours de mode chez les artisans. Mais chacun peut se convaincre en essayant qu'un projet d'ornement ou d'emblème par le dessin est presque impossible si l'on ne copie pas des œuvres anciennes. Dans l'architecture naturelle, c'est l'édifice lui-même qui appelle l'ornement et qui même, par des rencontres, en esquisse la forme. Et le secret du génie dans ces hardies constructions est sans doute de ne point penser à l'ornement avant que la pierre soit en place. Du jour où la pierre est choisie de façon à porter l'ornement ou l'emblème, l'art tombe dans le précieux. Les détails de l'ornement sont souvent alors mieux finis et plus beaux même au jugement du sculpteur. Au contraire, le propre des ornements dans la véritable architecture est qu'ils peuvent se réduire à des esquisses assez grossières, mais qui sont belles alors par la forme qu'elles suivent et à laquelle elles vous renvoient. Car ces sculptures de cathédrales ne veulent pas être regardées sinon en passant. Elles sont comme effacées par le grand mouvement des lignes. L'esprit est invité à chercher un autre sens à ces choses. Ainsi déjà, par une loi supérieure, se trouve écartée l'imitation et la ressemblance, funeste à d'autres arts plus libres comme la sculpture, la peinture et le roman. J'y fus pris plus d'une fois m'étonnant de ces sculptures grossières qui contrastaient violemment avec la perfection de la forme architecturale. Du moins, je voulais le croire, quoique l'édifice sauvât les figures. Mais chacun sera éclairé ici par celui des arts qu'il connaît le mieux.
Pour moi, je remarquai bientôt que le style écrit ne supportait jamais la moindre trace d'un ornement cherché, encore moins ces allitérations qui voudraient disposer l'imagination par le détail même, et qu'enfin la moindre envie de plaire ou d'accrocher l'attention est mortelle aux œuvres écrites. L'architecture, longtemps considérée, étend cette leçon à tous les arts plastiques. Il y a une musique populaire à laquelle le musicien revient toujours pour y reprendre des règles, ses règles de métier. Il n'y a point de sculpture populaire, ni de peinture populaire, ni de dessin populaire, sinon dans l'architecture même, mais trop caché, partout présent, impérieux, inexorable en revanche. Des machines. Aristote dit que la nature est principe dans la chose même et l'art hors de la chose. C'est beaucoup dire en peu de mots, comme il accoutume, mais il faut remarquer que l'art ainsi défini est plutôt de l'ingénieur que de l'artiste. Comme il faut enfin traiter des machines modernes et de tout ce qui s'y rapporte, cette riche formule convient pour définir ces machines-là. Une machine, dans le sens moderne, est pleine de mots, serait donc une œuvre d'homme dans laquelle rien d'humain n'est enfermé. L'âge du fer, dans son plein développement, correspond à ce genre d'œuvre où la matière ne mêle plus sa forme propre, mais prend la forme même qui convient à l'usage et qui répond au plan. Ainsi l'idée s'y marque, mais non le jugement, mais aussi on ne dit pas d'ordinaire que de telles œuvres sont belles. Par exemple, une pièce de bois montre encore sa forme naturelle par les fibres et les nœuds, et l'œuvre de bois peut plaire par ce jugement qui a réglé l'œuvre d'après le bois que l'on avait. Mais le fer n'a point de nœuds ni de fibres, la forme qu'il reçoit lui est étrangère. Aussi, l'action humaine va droit à l'utile, dans ses arrêts, ses détours et ses repos contents que l'ornement exprime si bien. Autrement dit, l'idée détermine absolument la partie d'après le tout, au lieu que le jugement s'exerce contre l'obstacle et règle son action autant sur la matière que sur la fin. Ainsi, on peut dire qu'une vieille maison se développe par le dedans à un sens, l'esprit s'y enferme et la continue, chaque partie par sa place et sa forme, appelant et déterminant les autres, de sorte que l'idée, ou si l'on veut le plan, n'en rendrait pas compte. Mais peut-être parmi les œuvres de l'âge de fer, il convient de mettre à part les armes à main et certains outils qui tiennent à la fois de l'ornement et du meuble par leur rapport à la forme humaine et au mouvement discipliné du corps humain. L'épée, le poignard et surtout la faux en sont des exemples. Ainsi, ne sont ce point-là des machines à proprement parler. De même, le treuil, les anciens bateaux, les mâts, les voiles, les cordages, les échelles, et même le moulin à vent perdent tant de machines nouvelles et à venir. Ici, l'esprit a travaillé au-dedans, en quelque sorte, cherchant l'idée par jugement et lutte, en sorte que la géométrie y est immanente et non transcendante. L'esprit y est chez lui, au lieu que l'esprit est comme exilé de ses œuvres mécaniques. Ce sont des choses alors plus choses que toutes les choses de nature, nécessité seulement. La musique aiderait peut-être à comprendre les impressions d'un artiste devant une machine d'acier, car la vraie musique est inventée de nouveau à chaque fois. Le premier son de la voix ou du violon change tout le reste. Il faut créer le tout en partant de là. Les premières sonorités d'un orchestre ouvrent le chemin à d'autres. Le génie dans l'œuvre et le génie dans l'exécutant s'accommodent de ces choses et font de hasard miracle. Mais la musique mécanique n'a point ces grâces. D'après ces vues, on comprend qu'il y a encore de la beauté dans le mouvement d'un bateau à vapeur et surtout d'un avion, autant que le jugement du pilote s'y fait voir. Aussi, ce ne sont point de pures machines, et donc machine ce qui n'a forme et mouvement que d'après l'idée extérieure, sans que l'homme qui exécute y puisse rien changer. D'après cela, une usine est une machine encore, et les maisons d'ouvriers autour de l'usine de même. Le principe est ici hors de la chose. Aussi ne faut-il point dire que c'est l'utile qui est laid dans l'usine, car l'utile a travaillé aussi dans la vieille maison, seulement d'une autre manière, tirant parti des accidents du terrain et des nœuds du bois, au lieu que l'usine a été conçue d'abord et chaque partie est utile au tout, mais étrangère à ses voisines. Aussi l'ornement, si l'on veut l'y mettre, est menteur et laid, car il n'est que la marque de l'invention et de la victoire à chaque moment, ou si l'on veut le signe de ses mouvements, d'idées qui accompagnent la recherche et qui fleurissent de nos plus sévères pensées. Les beautés du style écrit sont tout à fait du même ordre, comme on l'entrevoit déjà. Aussi peut-on à peine concevoir le ridicule d'une machine ornée. On trouve une exception à cela dans les horloges et les montres, mais qui n'est qu'apparence, car les machines ne portent l'ornement que si elles sont elles-mêmes œuvres d'artisans. Les traces de l'outil sauvent l'ornement, et l'œil est fort exigeant là-dessus. Et enfin, l'ornement, même copié sur de beaux modèles, est insupportable dès qu'il porte les marques de la fabrication mécanique, comme
par exemple les traces d'un moule, ou les petites soufflures de la fonte. Chacun trouvera l'occasion de vérifier ce qui est affirmé ici, en observant autour de lui les horloges, les flambeaux et les corniches. Cela le conduira peut-être à juger ensuite de ces maisons à façade ornée, que nous appelons monuments, car dans le vrai, nos maisons modernes sont des machines encore. J'entends faites selon un plan, comme des usines pour l'étude, la délibération ou le repos. Aussi, les ornements n'y ont point de racines, et ils ne tiennent pas à la masse. Et c'est par là qu'ils manquent de style, quoiqu'ils suivent quelquefois les règles du style, car peut-être le propre du style est de ne résulter jamais d'une règle. Aussi, les pures machines n'en ont point du tout, l'image parfaite de l'intelligence séparée ou de la force nue, car c'est tout un.